Henri IV avait pacifié la France. Mais en 1620, 10 ans après sa mort, les protestants sont inquiets, car leurs droits sont rognés, et les persécutions à leur encontre ont repris sous un pouvoir royal affaibli par la minorité de Louis XIII et la régence de Marie de Médicis. C'est le début de ce que l'on a appelé la deuxième période des guerres de religion. Dans le sud-ouest, la résistance des protestants s'organise à La Rochelle, où sous l'impulsion du duc Henri de Rohan, la ville se fortifie, se dote d'une flotte de guerre et fait appel au roi d'Angleterre, qui non seulement est l'une des puissances protectrices de la réforme en Europe, mais est aussi un partenaire commercial séculaire des maisons de commerce de La Rochelle et de Bordeaux. Dans l'île de Ré, les ports de Rivedoux, de La Flotte et de Saint-Martin sont des annexes du port de La Rochelle, avec lequel les échanges sont quotidiens. Ces villages sont peuplés de marins et de commerçants, acquis au protestantisme, alors que les villages plus agricoles du sud de l'île, comme La Couarde, Ars ou Sainte-Marie, sont demeurés majoritairement catholiques. En mai 1621, Benjamin de Rohan, seigneur de Soubise, est à la tête d'une milice protestante et prend le contrôle de l'île de Ré. Puis, en juin 1622, il se rend en Angleterre pour demander de l'aide au roi Jacques Ier. Cette année-là, un premier combat naval a lieu le 28 octobre 1622 entre la flotte royale commandée par l'amiral Charles de Guise et la flotte rochelaise commandée par Jean Guiton. Mais l'issue en est indécise, car la flotte huguenote parvient à se réfugier dans la fosse de Loye, protégée donc par l'île de Ré. Et elle est sauvée finalement par l'annonce de la paix de Montpellier, par laquelle le roi confirme l'édit de Nantes. Mais la marine royale, et surtout le cardinal de Richelieu, ont à cette occasion pris conscience de l'importance stratégique de l'île de Ré. Et c'est 3 ans plus tard, en 1625, que se déroule un premier grand combat, sur terre et sur mer, pour la possession de l'île de Ré. En 1625, à force de réquisitions sur tout le Ponant, le cardinal de Richelieu a réussi à réunir une flotte imposante de 35 vaisseaux, et les troupes royales sont confiées au maréchal de Toiras. Une attaque de diversion est menée aux abords de La Rochelle, et Soubise, appelé au secours par les Rochelais, est tombé dans le piège. Il envoie un renfort de 1000 hommes et de 60 chevaux, dégarnissant ainsi la protection du front de l'île de Ré. Or, l'armada royale appareille discrètement au soir du 14 septembre 1625 et, poussée par un vent du nord, débarque à l'aube sur la plage de Trousse-Chemise, près du village des Portes. Soubise s'est retranché dans Ars-en-Ré. Toiras fait sauter les barricades et c'est l'affrontement. Soubise charge lui-même à la tête de sa cavalerie. Les hommes de l'infanterie se battent au corps à corps. Après avoir engagé ses dernières réserves, Soubise se sauve en hâte vers Sainte-Marie. Une chaloupe les recueille et le transporte dans l'île de Léron. Les troupes royales continuent le combat et refoulent les rebelles qui capitulent après 4 jours d'affrontement. Les pertes sont lourdes de part et d'autre, mais c'est la flotte des réformés qui est le plus durement touchée. Plus de 700 cadavres sont rejetés par la mer sur les rivages rétais. Louis XIII accorde son pardon aux Huguenots, mais il reste méfiant. Il nomme Toiras gouverneur de l'île de Ré et le charge de la faire fortifier. 2 ingénieurs du roi sont dépêchés sur place et examinent les lieux. Ils proposent d'élever un fort à Laprée, entre la flotte et Rivedoux, et une citadelle à Saint-Martin. 2 ans plus tard, en 1627, la situation s'est envenimée entre les protestants rochelais et la contre-réforme. Plusieurs émissaires ont convaincu le duc de Buckingham, le soupirant de la reine Anne d'Autriche dans Les Trois Mousquetaires, et par là même le roi d'Angleterre Jacques Ier, qui a tout son soutien, d'intervenir pour soutenir les protestants rochelais. Une expédition est montée, elle comporte 42 navires de guerre, 4000 matelots, 6000 hommes de troupes et 400 chevaux. Elle est en rade de l'île de Ré le 21 juillet 1627. Pendant 3 jours entiers, elle canonne le fort de Laprée, puis débarque à la pointe de Sablançon.
L'assaillant a bien choisi ce lieu, où il dispose d'une grande étendue de rivage facilement accessible de chaque côté d'une longue pointe de dune que ses vaisseaux peuvent prendre en enfilade. Toira lance sa cavalerie, mais il ne peut tenir sous le feu intense qui balaye sa route et lui inflige de lourdes pertes. Toira n'a pas les moyens de s'opposer à l'armée anglaise. Il ne peut que se cantonner dans la citadelle de Saint-Martin et se préparer au siège. Les portes de la citadelle se referment le 27 juillet. Les bouches inutiles sont poussées par les Anglais dans la citadelle. Les puits voisins des remparts sont pris de haute lutte et empoisonnés. Le blocus s'organise aussi sur mer avec des barrages flottants, formés de poutres et de gros câbles soutenus par des flotteurs, ou bien de vieilles barques amarrées sur des corps morts. Le tout constitue un vaste demi-cercle devant Saint-Martin. Mais l'océan viendra à plusieurs reprises au secours de Toira. Tout d'abord le 5 septembre, à la faveur d'une tempête, un convoi de 12 barques, commandé par M. de Valin, parvient à forcer le blocus et à apporter du ravitaillement à la citadelle, et même à en repartir le lendemain en évacuant les blessés et les civils. Puis ensuite, le 7 octobre, un second convoi parvient à passer, malgré un combat féroce, en profitant des marées et de la nuit noire, et à livrer 6 semaines de vivres à la citadelle. Sur ces entrefaites, le roi Louis XIII est arrivé à Étré le 12 octobre afin de galvaniser les troupes par sa présence. Il supervise personnellement les préparatifs d'un débarquement pour reconquérir l'île. Les Anglais étant maîtres de la mer, le plan est de les attaquer sur l'île, en faisant passer avec le minimum de risque 4000 hommes, 300 chevaux et 6 pièces de canon, depuis 3 bases d'embarquement, au Sable d'Olonne, au port du Plan et à l'île de Léon. Ce sont donc 3 débarquements de troupes successifs qui s'échelonnent à partir du 30 octobre, et elles font leur jonction près de la flotte le 8 novembre sous les ordres du maréchal Schomberg. Entre-temps, Buckingham, qui sent le vent tourner, décide de donner l'assaut à la citadelle le 6 novembre. Les soldats de Toira soutiennent le choc et repoussent les assaillants. Le combat a duré 2 heures et l'ennemi a subi de lourdes pertes. La citadelle de Saint-Martin a résisté admirablement, car son effectif est extrêmement réduit. 800 hommes sont morts de maladie et la plupart des survivants sont malades ou à bout de force. Cependant, les troupes royales progressent vers l'ouest, repoussant les Anglais qui se retranchent dans l'île de Loire. Mais ils subissent une dernière défaite et capitulent. Après un échange de prisonniers, Buckingham est autorisé à se rembarquer le 17 novembre, avec seulement 1200 survivants. Dépourvu de sa base navale, La Rochelle se rendra 1 an plus tard après un siège éprouvant. Ces combats, de 1625 et de 1627, ont consacré l'importance stratégique de l'île de Ré, raison pour laquelle, 50 ans plus tard, Vauban viendra consolider la citadelle et reconstruire les remparts de Saint-Martin-de-Ré pour en faire l'un des sites fortifiés majeurs des frontières françaises. Mais dans l'immédiat, la monarchie savoure son triomphe et commande à Jacques Callot une gravure majestueuse. C'est une façon très novatrice pour l'époque de faire impression sur les cours européennes et d'en imposer quant à la puissance militaire de la France. Cette gravure a été tirée à de très nombreux exemplaires et envoyée dans toutes les cours et les ambassades du monde entier, afin de glorifier la puissance militaire du roi Louis XIII et de la Maison de France en général, puisque seuls sont représentés le roi et son frère, le prince héritier, Monsieur Gaston d'Orléans. Richelieu n'est pas représenté sur la gravure, et l'on sait qu'il en a été effacé à la demande de la reine-mère Marie de Médicis, qui le haïssait. Mais il lui est rendu un juste hommage dans le texte d'avertissement, où l'on parle de la diligence presque incroyable que mit ce ministre à dépêcher des secours à la citadelle de Saint-Martin assiégée. Cette gravure est aussi une œuvre majeure au plan artistique. On doit à Callot plusieurs innovations qui permirent le plein développement de l'art de la gravure. En particulier l'utilisation du vernis dur des luthiers, qui permet à la plaque d'être trempée plusieurs fois dans l'acide, de façon à rendre plusieurs nuances de traits. On voit par exemple les hachures fines représentant les vagues de la mer, celles plus appuyées représentant les arbres ou les fumées, et enfin les traits plus précis représentant les hommes ou les bâtiments. Chacune de ces nuances a représenté une phase différente de dessin et de trempage, et l'on imagine bien que la conception de la gravure complète de 6 panneaux ait nécessité 2 ans.
Surtout, la composition d'ensemble est étonnante dans sa perspective qui va du roi au premier plan, embrasse toute l'île de Ré dans un panorama légèrement de biais et suggère l'horizon dans la partie supérieure. La contemplation de cette gravure est intéressante aussi bien dans cette perspective historique d'ensemble que dans la multitude de détails parfaitement lisibles du quotidien des armées en mouvement. Elle est exposée au public à la médiathèque de Sainte-Marie-de-Ré ainsi qu'au musée Ernest Cognac de Saint-Martin-de-Ré.